Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier format de Ce mois-ci en sciences où on parlera de faits d'actualité qui se sont passés ces dernières semaines. Le mois de septembre vient de s'écouler, il est donc temps de parler actu. Que s'est-il passé en septembre? Alors vous vous en doutez, pas mal de choses, donc ici on va rester succinct et on va parler de 4 informations en donnant du contexte. C'est bien d'avoir les informations, c'est mieux de les comprendre. Voici le sommaire, on va parler de la science dans la société, dans nos musées, de la recherche et faire le point sur un médicament qui a fait parler de lui ce mois-ci. En tant que femme scientifique et parisienne, il est de mon devoir de vous informer que la Tour Eiffel va présenter quelques changements. En effet, on a appris le 5 septembre que le nom de 72 femmes scientifiques allait y être inscrit. Alors c'est peu connu, mais en fait il y a déjà des nombres inscrits sur la Tour Eiffel. En effet, en 1889, Gustave Eiffel avait décidé de faire graver au premier étage de la Tour Eiffel le nom de 72 scientifiques qui avaient contribué à l'avancée des sciences en France depuis la Révolution française. Concernant la sélection des noms, on n'a pas trop d'infos, par contre on sait qu'il y a eu certaines contraintes, dont des contraintes spatiales, parce que tout simplement, entre deux poutrelles, on ne peut pas mettre un nombre de lettres infini, et donc les noms supérieurs à 12 lettres n'ont pas pu être inscrits. Ces noms ont ensuite été recouverts de peinture avant d'être restaurés entre 1986 et 1987. Alors qui sont ces scientifiques? Il y en a 72, donc je ne vais pas tous les citer, on va en citer juste quelques-uns, les plus connus. On retrouve par exemple le chimiste Lavoisier, à qui on doit la fameuse phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». On y retrouve aussi Ampère, le physicien qui a donné son nom à l'unité de mesure internationale de l'intensité du courant électrique, et Daguerre pour ses travaux sur la photographie. J'ai dit que j'allais pas tous les citer, donc vous pourrez vérifier vous-même si vous ne me croyez pas, mais parmi ces 71 scientifiques, il n'y a aucune femme. Alors les sciences sont un milieu dans lequel il y a des inégalités de sexe qui étaient encore plus marquées à l'époque, mais on s'attendrait quand même à en trouver quelques-unes. À l'époque, certaines femmes étaient déjà reconnues pour leurs travaux, dont la mathématicienne Sophie Germain par exemple. Pour illustrer cette inégalité homme-femme dans les sciences, on peut regarder du coup l'exemple de Sophie Germain. Elle va apprendre les mathématiques en autodidacte, puisque c'est un domaine réservé aux hommes, et ensuite elle va travailler dans les mathématiques, mais sous un nom d'emprunt, un nom d'homme. Et suite à ça, elle sera reconnue pour ses travaux et reconnue en tant que femme scientifique. Mais bon, vous voyez bien que c'est un parcours compliqué. Et selon plusieurs scientifiques de l'époque, son nom avait tout à fait sa place sur la Tour Eiffel, d'autant plus que ses travaux sur l'élasticité ont permis la construction de la Tour Eiffel. Cet oubli de la contribution des femmes dans le domaine des sciences, c'est récurrent. C'est même tellement récurrent que ça a un nom. C'est l'effet Matilda. Pourquoi on appelle ça effet Matilda? En fait, ça va faire référence à Matilda Joslyn Gage, qui va écrire Woman as Inventor. On peut le traduire comme les femmes en tant qu'inventeurs. C'est un traité qui va parler de l'invisibilisation des femmes en sciences, bien qu'elles aient apporté de nombreuses briques en chimie, en physique, en médecine, etc. Et pourtant, même maintenant, quand on se pose la question de citer une femme scientifique, la plupart du temps, on a surtout Marie Curie qui nous vient en tête, et c'est un peu plus dur de creuser plus loin. Et tout ça, c'est parce que de nombreuses découvertes scientifiques faites par des femmes ont été attribuées par leurs collègues, par leurs maris, et parfois, le nom des femmes a simplement été changé en nom masculin. Certains exemples sont tristement célèbres, mais un devoir de mémoire commence à s'installer afin de rendre leur place à ces femmes scientifiques. On peut citer par exemple les prix Nobel de physiologie et de médecine de 1962, Watson et Crick, pour leur découverte de la structure de l'ADN. Ça a été possible grâce au cliché 51 qui a été volé à leur collègue Rosalind Franklin. Et c'est ce cliché qui fut essentiel à la découverte de la structure de l'ADN. Pourtant, Rosalind Franklin n'en a eu aucune récompense. Pour cet exemple, c'est plutôt assez clair. Par contre, d'autres exemples sont un peu flous. Par exemple, quelle a été la contribution de Mileva Einstein aux travaux de son mari Albert Einstein, qui a été prix Nobel en 1921? Ainsi, le temps qui passe permet pas forcément de retrouver des contributrices éventuelles, mais parfois, on a des surprises. Et c'est ainsi qu'après des siècles, Monsieur Trotula de Saverne s'est trouvé être Madame Trotta de Saverne, médecin qui avait écrit beaucoup de traités sur l'obstétrique et la gynécologie. Au fil des traductions, ces ouvrages ont été attribués à un cerveau masculin, puisque selon les mœurs de l'époque, c'était peu probable que ce soit une femme qui ait fait ces découvertes-là. Comme dit précédemment, un devoir de mémoire commence à prendre forme et c'est ainsi que la Société d'exploitation de la Tour Eiffel et l'association Femmes et Sciences ont proposé un projet visant à inscrire le nom de femmes sur la Tour Eiffel en miroir à ces scientifiques masculins. Le projet initial visait à inscrire le nom de 40 femmes scientifiques au second étage de la Tour Eiffel. Alors pourquoi seulement 40? En fait, c'est toujours une question de place. Le second étage est plus étroit que le premier et donc, on peut y inscrire moins de noms. Finalement, le projet a un peu changé. Les noms de femmes seront écrits au premier étage, juste au-dessus des noms des hommes. Et donc, il y aura aussi 72 noms de femmes scientifiques. Alors, il va falloir être patient parce que pour le moment, le nom des femmes n'est pas encore dévoilé. Ça le sera mi-décembre.
mais on a déjà des indications sur la sélection. Ainsi, les personnes inscrites doivent être françaises ou avoir un lien étroit avec la France. Par exemple, Marie Curie qui n'est pas française de naissance, mais qui a fait ses études et qui a travaillé en France, et surtout qui s'est mariée avec un Français. Et second point, elles doivent être décédées et avoir vécu entre la Révolution française et maintenant. Ce geste aura donc une portée nationale et on espère internationale, permettant à plus de filles d'avoir des modèles féminins en sciences et donc d'encourager des vocations. Alors maintenant, c'est à vous de parier, selon vous, qui sera marqué sur la Tour Eiffel. Pour le second point info, on va rester à Paris, promis, après on ira un peu ailleurs. Cette fois, on va se concentrer sur un musée, le Muséum d'Histoire Naturelle. L'info se déroule un peu plus tard, la nuit du 15 au 16 septembre, un cambriolage a eu lieu au muséum. Le cambriolage ne concerne pas n'importe quelle galerie, elle concerne la galerie de géologie et minéralogie, et on déplore la perte de plusieurs pépites d'or. Pour le moment, on estime que le cambriolage a été fait par des professionnels, puisqu'il y a une disqueuse qui a été utilisée pour forcer l'entrée dans le muséum, et un chalumeau a été utilisé pour forcer la vitrine. Et le cambriolage n'a été découvert que le lendemain matin par un agent de nettoyage. Cependant, Emmanuel Skoulios, le directeur général délégué du Muséum d'Histoire Naturelle, affirme que les alarmes de sécurité fonctionnaient ce soir-là. On ne sait pas pourquoi elles ne se sont pas déclenchées. Concernant le vol, il s'agit du vol d'à peu près 6 kg de pépites d'or, dont une pépite de 5 kg. Pour vous donner une image, ça fait à peu près la taille d'un ballon de foot. Originaire d'Australie, cette pépite avait été achetée par le musée il y a une vingtaine d'années. Le butin est estimé à 600 000 €, mais il faut savoir qu'en plus de ce prix de l'or, il y a une valeur patrimoine qui, elle, ne peut pas vraiment être évaluée. Par exemple, dans ces pépites, il y en avait une qui était issue de la ruée vers l'or aux États-Unis. Malheureusement, il est estimé qu'à l'heure actuelle, les pépites ont sans doute été refondues et sans doute même revendues. Donc il y a peu d'espoir de les retrouver. Concernant la galerie de géologie et minéralogie, elle est fermée au public, puisque l'enquête pour vol en bonne organisée est encore en cours. Donc affaire à suivre. On sort enfin de Paris, et cette fois on va parler du monde. Cette troisième information va être liée à la quatrième, et en fait elle servira pas mal d'introduction. Le mois de septembre est aussi appelé septembre mauve, mais pourquoi ? En fait c'est un mois qui est dédié à la recherche contre la maladie d'Alzheimer, un peu comme Octobre Rose pour le cancer. Alzheimer, c'est une maladie dont on entend beaucoup parler, mais pourquoi consacrer un mois à sensibiliser autour de cette maladie ? On va donc faire un petit point contexte sur Alzheimer. Alzheimer est une maladie qui touche le cerveau et qui va être due à une mortalité des neurones. Cette mort des neurones va d'abord se produire dans l'hippocampe, une zone qui est généralement connue pour son rôle dans la mémoire. C'est pour ça d'ailleurs que les premiers symptômes qui nous viennent en tête quand on parle d'Alzheimer, c'est la perte de mémoire. Et au fil des années, la dégénérescence va toucher toutes les parties du cerveau. Ok, les neurones meurent, mais pourquoi ? Dans Alzheimer, on va surtout parler de deux protéines, Tau et amyloïde bêta. Tau est une protéine présente dans les neurones de tout le monde. Elle va avoir un rôle structurel, donc elle va aider le neurone à maintenir sa forme. Dans Alzheimer, les protéines Tau vont se retrouver modifiées, vont s'agréger en filaments, ce qui va impacter la structure du neurone et à terme mener à sa mort. La seconde protéine est amyloïde bêta, c'est un peptide, donc une petite protéine, et qui va elle aussi se retrouver agrégée. Ces protéines vont s'agréger en plaques qu'on appelle plaques amyloïdes et qui vont être toxiques pour les neurones. Vous vous doutez bien que ces modifications dans les protéines ne vont pas se faire du jour au lendemain, c'est une maladie qui va prendre son temps et qui va se développer sur plusieurs années. Ainsi, les neurones peuvent dégénérer pendant plusieurs années avant qu'on aperçoive les premiers symptômes. Et une fois qu'on aperçoit ces symptômes, on peut classifier Alzheimer en 3 stades différents. Dans le stade léger d'Alzheimer, le patient va avoir des légers oublis qui vont augmenter au cours du temps. Lors du stade modéré, le patient va avoir une perte d'autonomie. Il va avoir du mal à réaliser certaines choses, à prendre des décisions et à reconnaître le visage de certaines personnes connues par exemple. Et enfin, le stade sévère de la maladie où le patient perd quasiment toute sa mémoire et son autonomie. Il peut se perdre, avoir du mal à marcher, avoir du mal à effectuer certains gestes, etc. S'il est important de sensibiliser à Alzheimer, c'est parce que la société vieillit, donc il y a de plus en plus de personnes atteintes d'Alzheimer, et en plus, il n'y a pas de traitement curatif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas guérir d'Alzheimer. Et c'est ce qui nous amène à notre quatrième information. Maintenant, nous allons faire un point sur la santé et sur un médicament qui a fait parler de lui ce mois-ci. Donc on vient de parler d'Alzheimer, du fait qu'il y ait peu de traitements disponibles et que le peu de traitements disponibles ne permet pas de guérir. Ça permet seulement de soulager les symptômes. On va parler d'un médicament présenté récemment, le Leqembi, et qui a suscité pas mal de polémiques. Le Leqembi a été développé par Biogen aux USA et Eisai au Japon. Concernant son mécanisme d'action, il s'agit d'une immunothérapie anti-amyloïde. Donc ça vise les plaques amyloïdes. Donc ça vise les dépôts de plaques amyloïdes dans le cerveau et ça vise à les réduire. In fine, le but ne serait toujours pas de guérir, mais de réduire la progression d'Alzheimer chez les patients qui sont encore à un stade très précoce de la maladie. On espère que ça pourrait éviter de développer des symptômes sévères. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle d'avoir un nouveau médicament proposé sur le marché parce que ça n'arrive pas souvent. En fait, un médicament qui va être développé, la plupart du temps, ne va pas aboutir. Pour ça, il y a plusieurs raisons. Il y a par exemple que l'effet
n'est pas assez fort, ou alors qu'il y a des effets secondaires qui sont trop forts, et parfois même une toxicité trop sévère. Et quand le médicament finit enfin par être développé, eh ben c'est pas fini. Il y a aussi tout le côté légal derrière, il faut qu'il soit approuvé, et en fait, chaque pays a sa législation. Donc ici, le problème du Leqembi, ça va être son approbation dans les différents pays. Si on regarde en dehors de l'Union européenne, le Leqembi est autorisé aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni sans être remboursé. Quand on regarde en Europe, il a été accepté en avril par l'Agence européenne du médicament. Il est donc autorisé en Allemagne et en Autriche dans le cadre d'un accès contrôlé. Mais que se passe-t-il en France? Eh bien, le 4 septembre, la Haute Autorité en Santé va refuser l'accès précoce au Leqembi. Alors déjà, qu'est-ce que l'accès précoce? L'accès précoce, c'est le fait d'accéder à un médicament innovant qui n'est pas disponible pour le reste des patients. Mais pour ça, il faut respecter certaines conditions. La décision de la Haute Autorité en Santé surprend donc les associations, les malades et les patients, mais pourquoi ce refus? Revenons un peu en arrière. Je vous avais dit que l'Union européenne avait approuvé ce médicament en avril, mais il faut savoir qu'avant ça, il avait été refusé. De son côté, le refus par la Haute Autorité en Santé vient avec des explications. Parmi les arguments, on retrouve 4 points principaux. Le premier concerne le bénéfice clinique, c'est-à-dire l'effet que ça va avoir sur les malades. Comme tout le temps, l'étude a été réalisée avec 2 groupes, un groupe qui va être traité avec le médicament et un groupe qui va être traité avec un médicament qui n'a aucun effet, donc un placebo. Et en fait, l'effet du Leqembi comparé à l'effet placebo est plutôt modéré. La Haute Autorité en Santé a donc estimé que l'effet du Leqembi n'était pas cliniquement pertinent. Le second point va être plutôt lié, pour tout médicament, on va regarder la balance bénéfice-risque. Est-ce que lorsqu'on prend ce médicament, on a plus d'effets positifs que d'effets secondaires? Dans ces effets secondaires, on retrouve des hémorragies et des œdèmes cérébraux, tous les deux pouvant être mortels. Le troisième point préoccupant concerne le suivi des patients. Il ne s'agit pas seulement de prendre une pilule le matin, il s'agit en effet d'un suivi médical impliquant de nombreuses IRM à réaliser. Ça a aussi un impact sur le quatrième point, la qualité de vie et l'autonomie des patients. Et là, la Haute Autorité en Santé a été plutôt claire, elle trouve que l'étude sur la qualité de vie n'a pas été réalisée de façon robuste. Donc elle n'est pas convaincue du tout. En résumé, la Haute Autorité en Santé annonce que malgré une avancée scientifique certaine, ça ne permet pas de justifier un accès précoce en France. Elle tranche donc et déclare que le traitement évalué n'est pas susceptible de combler un besoin médical insuffisamment couvert. Cependant, ce n'est pas une histoire finie puisque de nombreuses associations demandent à la Haute Autorité en Santé de reconsidérer leur décision. Peut-être que plus tard, la Haute Autorité en Santé finira par accepter le Leqembi qui deviendra remboursable par l'assurance maladie. Alors ce débat sur le Leqembi tombe en plein dans ce mois consacré à la recherche contre Alzheimer et ça illustre un point important. Il est nécessaire de trouver un traitement à Alzheimer, par contre la mise en circulation d'un médicament demande de la prudence. Quoi qu'il en soit, de nombreuses recherches sont encore en cours et cibles diverses cibles. On touche à la fin de ces 4 actualités, il y a évidemment une tonne d'autres infos qui se sont passées en septembre, mais ceci est ma sélection personnelle. J'aurais aimé rajouter un dernier point qui s'est passé milieu-fin septembre, peut-être que certains d'entre vous ont leur idée, mais ça j'estime que ça a sa place pour une vidéo entière. On se retrouve donc bientôt pour en parler et peut-être que certains ont déjà une idée de ce à quoi je pense. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce format d'actualité et je vous dis à bientôt.